messieurs, bonjour, c'est un plaisir d'être des vôtres et merci à vous de nous suivre depuis 9 heures. Vous êtes bien sûr l'hebdo des éditos. Ce matin, je suis avec Serge Adam Lao, bonjour. Brunel Adé aussi, bonjour. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de télé, bonjour à vous également. Comment vous allez? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Très bien également. Merci beaucoup. Plus de vous sur ce plateau. Cyriac Dekenou, bonjour Cyriac. Bonjour chers consoeurs, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de E-Télé. Vous allez bien également, j'espère. Ça va, ça va. Très bien, nous devons être rejoints par un troisième invité, Hubert Akakou, on l'espère bien, avant la fin de cette émission. Le principe sur ce plateau, vous le connaissez, ce sont nos invités et nos confrères qui choisissent leur sujet, le sujet de discussion. Donc, Serge, quel est votre sujet du jour? Bon, vous pouvez déjà vous l'imaginer avec l'actualité de ces dernières 72 heures, pour ne pas dire de cette dernière semaine. Oui. Au Bénin, la présidentielle du 11 avril 2021 qui bat son plein avec le dépôt des dossiers de candidature. Et ce qui m'a le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est le cas des démocrates où il y a une cacophonie qui règne et qui ne dit pas son nom avec des candidatures officielles du parti et Oui, des candidatures et d'autres candidatures. individuelles. On va... Et tout ça mis ensemble, la Sénat va décider de quoi. C'est ce à quoi les Béninois s'attendent. On va l'approfondir. Voilà. On va l'approfondir tout à l'heure. Alors, Cyriac, de votre côté, on peut retenir quoi? Non, de mon côté, on peut retenir au total deux sujets. Le tout premier, ça concerne ces 20 dossiers de candidature enregistrés au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Oui. Il est important que l'on analyse cette candidature que l'on pourrait juger de prétorique par rapport à la réforme du système partisan. Le second sujet, ça concerne beaucoup plus cette agression dont a été victime Ganiou Soglo, et qui également aussi a agité la toile. On a eu la réaction du gouvernement et le procureur de la République près du tribunal de première instance de deuxième classe d'abord, mais Calavi s'est prononcé sur le sujet. Très bien, merci bien. On va donc revenir sur chacun de ces sujets dans cette émission. Alors Serge, vous parliez tantôt donc du cas des démocrates pour lesquels nous avons eu plusieurs disons, candidatures. D'abord le duo officiel et également d'autres candidatures individuelles. À quoi ça rime tout ça? Bon, tout ça rime à une cacophonie, comme je le disais. Tout ça rime à une malorganisation. Tout ça rime à un manque de leadership au sein du parti. Tout ça rime à une volonté de ne vraiment pas participer à la présidentielle du 11 avril 2021. Sinon, en temps normal, quand vous appartenez à un creuset, quand vous appartenez à un parti politique et que les instances du parti se réunissent et décident du duo qui doit prendre part à ce scrutin, en tant que membre, en tant que membre, en tant que responsable de ce parti, vous êtes tenu de vous conformer à la décision de ce parti-là. C'est vrai qu'au niveau du parti même, il y a eu comme un méli-mélo. D'abord, le parti et ensuite l'appartenance du parti à un collectif dénommé, un prétendu collectif dénommé collectif de l'opposition, le Front pour la restauration de la démocratie. Oui. Le parti, les démocrates qui, en plein processus, en pleine discussion, en pleine négociation, même au-delà des négociations, après avoir donné sa parole, serait-il de l'accord qui a été conclu pour désigner un duo au nom du collectif. Et c'est après ce retrait du parti Les Démocrates qu'on a assisté à ce cafouillage, à cette cacophonie à laquelle nous avons assisté. La conséquence, c'est qu'à la Sénat, le jeudi, dans la journée jusqu'au bouclage, on a assisté à une multitude de candidatures au sein du parti. Oui. Au moins 5 candidats se sont dégagés de ce parti-là, alors que c'était parti pour que ça soit un seul duo, le duo Rekia Madougou comme présidente et Patrick Djivo comme son colistier. Très bien. Alors, Cyriac, justement, ce duo, Rekia Madougou, Patrick Djivo, qu'est-ce que ce duo vous inspire? D'abord, il faut quand même partir du fait que
beaucoup n'étaient pas informés parce que de ce que Ricard Madougou était membre du parti Les Démocrates, même si par la suite on a pu lire sur les réseaux sociaux une information qui faisait état de ce qu'elle serait membre adhérente au niveau de cette formation politique. Patrick Divo, c'est vrai, ancien député, mais il faut aussi l'avouer, inconnu au bataillon. Ricard Madougou, qui était choisi comme présidente de ce duo-là, conseiller de Fort Yassingbe du côté du Togo. On ne l'avait pas également aussi vu au front quand même, parce que on peut décrier son activisme politique que l'on n'a pas su noter au niveau des divers événements qui ont marqué cette opposition déjà depuis 2019. Donc c'est un choix qui déjà à l'interne posait problème, mais il faut se poser véritablement la question de savoir si les démocrates avaient comme souhait de participer à l'élection présidentielle, parce que toute la question se trouve là. Vous appartenez à un front. Et il était dit dès le départ que oui, chaque formation politique au sein du front désigne son candidat, mais que c'est au sein maintenant de ce front-là que l'on s'entend pour que le duo soit dégagé. Donc, les démocrates ont dégagé le duo Ricard Madougou, Patrick Divo. Et maintenant, une fois maintenant qu'ils étaient maintenant dans le front maintenant a choisi de mettre Joël Aïvo comme président et Ricard Madougou comme vice-président. Là encore, le problème ne se pose pas. Mais qu'est-ce qui a créé le problème? Parce que c'est surtout là-dessus qu'il faut éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous avez la réponse? Oui, oui, ce qui a créé le problème, c'est parce que le front était décidé à formuler la demande de parrainage pour pouvoir l'avoir. Mais les démocrates étaient plutôt dans une posture qui consistait à aller déposer la candidature sans quand même, disons, faire la demande de parrainage. Et mieux, si ce qui trahit quand même, disons, cette volonté manifeste de ne pas participer à l'élection présidentielle, c'est la déclaration d'Éric Rouneté. Puisque j'étais à la Sénat, je l'ai suivi, Éric Rouneté disait ceci: nous avons voulu faire notre dépôt de dossier de candidature pour que l'on ne dise pas, comme ce fut le cas en 2019, qu'on ne s'est même pas apprêté pour aller aux élections. Donc on est venu pour faire le dépôt, mais sachez que nous ne pouvons pas quémander le parrainage. Et il est allé plus loin, même si on nous en donnait, on ne prendrait pas. Ce qui voudrait dire que les démocrates étaient dans une posture qui consistait quand même, disons, à ne pas respecter les tests en vigueur pour aller à cette compétition électorale. Les démocrates ont toujours été contre le parrainage. J'en viens. Vous savez, ce qu'il y a, c'est-à-dire, au niveau des démocrates, il y a deux ailes. Il y a quand même, disons, un aile dur et il y a un aile modéré. Et malheureusement, ce que vivent les démocrates aujourd'hui, on pourrait dire que les démocrates qui sont envoûtés, vous savez, c'est le cas de ce que nous vivons dans nos familles ou bien dans des associations, c'est-à-dire tout le monde vous attend et tout le monde croit que le problème est déjà réglé. Mais il y a là un individu qui joue au trouble fait, c'est-à-dire au moment où tout le monde a dit bon, c'est fini, bon, on s'est compris. Il y a là un individu qui lui ne veut pas céder. Et c'est lui qui joue au trouble fait jusqu'à ce que la situation se gâte complètement. Parce que au niveau des démocrates, la majeure partie de ceux qui ont candidaté aux primaires au niveau des démocrates étaient prêts quand même, disons, à formuler la demande. Puisque pour avoir le parrainage, il faut adresser une demande aux formations politiques qui disposent des députés ou des élus. Et même si aujourd'hui, ces formations politiques qui disposent aujourd'hui des élus sont des formations politiques de la mouvance, vous devez être en mesure, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre que des gens qui aspirent à diriger un État, que des gens comme ça, ne respectent pas les tests. Que des gens qui sont dans un champ politique se disent, moi je ne veux pas négocier, ne sont pas quand même, disons, dans une église, non. Nous sommes dans le jeu politique et le jeu politique vous oblige, dans certaines circonstances données, à aller à la table de négociation. Très bien. Alors, Serge, est-ce qu'on ne peut pas y voir également une sorte de stratégie de la part des démocrates? Non, c'est pas... En tout cas, si stratégie... Pour avoir quand même un certain nombre de voix ou bien pour allier de toutes les parties des chances. Non, ce que vous avancez comme argument serait fondé si les démocrates étaient dans la logique d'aller quérir les parrainages. Si dans les propos tenus par les différents responsables des démocrates, on ne sent pas
une certaine volonté de ne pas aller vers les élus qui disposent des parrainages aujourd'hui. Là, ce que vous avancez comme argument pourrait tenir. Mais dans le cas d'espèce, c'est qu'on a eu à faire avec des responsables qui ne veulent pas du tout obtenir les parrainages. Et là, quand vous décidez de ne pas aller vers les élus qui disposent des parrainages et que vous parlez de stratégie, là, ça me met un peu mal à l'aise. Parce que stratégie, dans ce cas-là, je n'en vois pas. Irénée Agossa, candidat. Biosawe Yakubu, candidat. Oui. Tous ceux-là, à moins que dans le secret des dieux, ils puissent avoir une autre stratégie. Mais dans le cas d'espèce, c'est que les responsables même du parti, les premiers responsables, ont affiché clairement leur position par rapport au principe du parrainage, comme quoi ils n'iront pas vers les élus pour obtenir les parrainages. Et même si on leur apportait ces parrains-là, ils n'étaient pas disponibles ou disposés à les prendre. Donc dans ce cas, c'est que les démocrates étaient partis, même dès le départ, pour ne pas faire valider leur dossier de candidature à la Sénat. On peut dire que la force des démocrates s'est effritée avec tous ces rebondissements. Oui, absolument, parce que là, il y a certains, parce qu'il faut même qu'on recentre le débat, parce que au sein même du Parti Les Démocrates, il y a certains membres qui étaient disposés à obtenir les parrainages, à aller vers les élus, à aller vers les députés, à aller vers les maires pour obtenir les parrainages. C'est le noyau dur. Et comme le disait tout à l'heure Cyriaque, il y a certaines têtes au niveau du parti qui tiennent dur et qui ne veulent pas lâcher prise, qui ne veulent pas du tout entendre parler de parrainage. Et c'est ce noyau-là qui tient dur, malgré qu'il y a d'autres membres qui font montre d'une certaine flexibilité pour qu'ils puissent aller vers les députés UP, vers les députés BR, vers les maires des deux partis pour pouvoir négocier les parrainages. Mais premier responsable président du parti, celle qui a été cooptée à la dernière minute pour être le porte-étendard du parti à l'élection également, n'est pas visiblement dans cette disposition à aller vers les parrains. Donc, dans ce cas, c'est que les démocrates sont en train de creuser, ou du moins ont creusé eux-mêmes leur propre tombe, et il ne restera qu'à la Sénat de les aider à faire l'ensevelissement qui doit être dans prévu quelques pour jours. La semaine prochaine. Oui, dans quelques jours. Donc, on aura la suite de tous ces dossiers qui ont été déposés à la Sénat. Cyriaque, au niveau des démocrates, donc ce duo, ou plutôt ces différentes candidatures qui ne reçoivent pas du tout l'unanimité du parti, quelle autre conséquence pour le parti? Non, vous savez, lorsque vous êtes dans un contexte donné et que vous n'acceptez pas parfois de faire profil bas, c'est-à-dire, vous vous êtes déjà entendu autour d'un idéal. Si c'était que la volonté du pouvoir... Si la volonté du pouvoir était de ne pas voir les démocrates participer à la prochaine élection présidentielle, je pense qu'on ne les aurait pas donné le récépissé d'enregistrement. Encore que le chef de l'État, tout au long de sa tournée un peu partout, a eu à dire qu'il ferait tout pour que les démocrates participent à l'élection présidentielle. Même si on pourrait dire que nous sommes dans un jeu politique et que l'on pourrait douter de la parole du président Patrice Talon, cela ne revient pas quand même, disons, aux démocrates de jouer à ce jeu-là, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, les démocrates se sont mis les balles dans les pieds. Et le fait déjà qu'au sein même de cette même formation politique, certains leaders se sentent obligés d'aller déposer leur dossier de candidature de façon indépendante, cela traduit déjà que cette formation politique est morte. Et c'est à l'image, c'est que lorsque au fait lorsqu'il y a un problème, et que tout le monde vous dit laissez à faire, et que c'est toujours vous qui jugez que non, que au regard de votre expérience, que vous ne voulez écouter personne, tout le monde vous dit laissez. Maintenant, ils sont restés là, ceux qui sont les leaders, ils sont restés là et ils ont bousillé maintenant, parce que finalement maintenant, les jeunes, les autres acteurs politiques jeunes du parti, les ont laissés. Et sont allés déposer leur dossier de candidature. Et ne soyez pas surpris qu'au lendemain de l'élection présidentielle, que l'on assiste à la création d'une nouvelle force politique d'opposition, ou que l'on assiste quand même, disons, à des adhésions massives vers d'autres blocs. Vous voyez, la dernière chose sur laquelle j'aimerais surtout insister,
c'est sur un certain nombre de faits. Lequel? Vous voyez, j'avais dit, je crois que c'est ici sur votre plateau, j'avais dit ceci. On vous dit que vous aurez le parrainage. Le président de la République, qui est le chef de file de la mouvance, vous a promis que vous aurez le parrainage. Que les gens sont libres. Les diverses formations politiques ont fait la même déclaration allant en ce sens. Oui. Moi, à la place des démocrates, qu'est-ce que j'aurais fait? Je formule une demande que je médiatise, j'adresse aux républicains, j'adresse aux progressistes. Puisque c'est ces deux formations politiques qui disposent des élus, je leur adresse ça, cette demande-là. Ok. Si, au lendemain du dépôt des dossiers au niveau de la Sénat, ces deux blocs politiques de la mouvance ne nous donnaient pas finalement le parrainage, alors nous pouvons utiliser ça comme preuve et montrer ça à la Que face. malgré la demande. Oui, et montrer ça à la face du monde entier et dire ceci. Vous voyez, ils nous ont dit qu'on aurait le parrainage. Nous avons formulé la demande, mais malheureusement, ils ne nous l'ont pas donné. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts. Vous voyez, à aller quand même, disons, utiliser tous les voies de recours possibles. La seconde chose, c'est ceci. Ou soit entamer des négociations de façon officielle. Oui, aujourd'hui, nous avons été rencontrer tel groupe de députés appartenant à tel bloc. Nous avons discuté avec eux. Médiatiser ça. De la même façon que, puisque le simple fait d'avoir posé ces actes, vers qui aujourd'hui les démocrates peuvent aller et justifier du fait qu'ils ont posé les démarches nécessaires pour avoir le parrainage. Les FCBE, même si on peut les tasser quand même, disons, de tous les noms d'oiseaux, les FCBE ont écrit. Je crois que c'était le vendredi surpassé. Les FCBE ont écrit de façon formelle aux deux blocs pour demander le parrainage. Et ont gardé sur eux la décharge de leur demande. Donc, on s'est senti obligé de leur donner. Vous savez, vous ne formulez pas la demande. Le président de votre formation politique d'abord vient et dit ceci, que même si on leur donnait les parrains, qu'ils n'en veulent pas. Ce qui a obligé maintenant le front à dégager le candidat et Joël Aïvo. Et puis l'autre là, les démocrates ont déçu leurs militants. Moi-même qui suis ici en toute honnêteté, je suis déçu par rapport à leur comportement parce que on aurait vérifié, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont envoûtés ou bien, c'est-à-dire, je me pose jusqu'à présent la question de savoir. Je voudrais placer deux mots par rapport à ce que Cyriac vient de dire. La démarche souhaitée par Cyriac tiendrait si les démocrates n'avaient pas affiché dès le départ leur intention. Cette position de ne leur pas position vouloir. campée à ne pas vouloir du parrainage. Mais une formation politique qui dit officiellement et publiquement on ne veut pas du parrainage, je pense qu'on ne devrait pas en principe s'attendre à ce que cette formation politique fasse encore des démarches vers les blocs ou vers, encore que dans le cadre de la présidentielle, la démarche ne devrait pas aller en principe vers les blocs puisque c'est les blocs, vers les élus. C'est vers les élus de façon individuelle que la démarche devrait se faire. Parce que ici, il s'agit de l'élection présidentielle et non de des élections communales ou bien mais les candidatures quand même doivent venir des blocs. Les élus appartiennent à des formations politiques. On n'en disconvient pas. Et ces formations, de façon officielle, ont déjà dit à leurs élus, vous pouvez donner vos parrainages à des candidats qui sont soutenus par des formations politiques qui ont une existence légale. Donc, à partir de cet instant, on ne peut plus attendre des candidats qu'ils fassent des démarches vers les partis politiques. Mais dans le cas des démocrates, ils étaient déjà campés sur leur position. Nous ne voulons pas du parrainage. Donc, à partir de cet instant, s'attendre à ce que des démarches puissent être faites, puissent être menées comme la FCBE. La FCBE dès les premières heures, la FCBE, dès les premières heures, a affiché son intention d'aller à la présidentielle. Et le secrétaire exécutif national l'a dit. Ils sont prêts à aller négocier les parrainages. Ce qui n'a pas été le cas avec les démocrates. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas s'attendre à ce que les démocrates puissent faire la même démarche que la FCBE concernant l'obtention de parrainage. Donc, je voudrais faire cette précision par rapport à l'intervention de... Non, vous savez, il faut quand même, disons, souligner un certain nombre de faits. C'est vrai qu'il y a des situations qui, d'une certaine façon, peuvent vous corroborer ce que vous êtes en train de dire. Parce que le fait que d'abord les démocrates attendent
le dernier jour, autour, disons, de 0 est par là pour dégager leur duo. Vous voyez, dénote déjà du fait que cette formation politique est quand même, disons, est quand même totalement dans le décor. La question que j'aimerais beaucoup plus qu'on se pose, c'est celle de savoir quel est l'agenda politique des démocrates. Est-ce que leur agenda politique, c'est de prendre d'assaut les rues? Je crois que là-dessus, quand même, c'est eux qui se sont totalement trompés. Et aujourd'hui, le fait que des figures emblématiques du parti, les démocrates, se sentent obligés de prendre quand même, disons, leur congé vis-à-vis de cette formation politique traduit absolument tout. J'ai dit ceci, cette opposition véritablement a totalement tort. Elle a totalement tort parce que un peu partout les gens les attendaient. Je vous dis la vérité, et ce n'est même pas, disons, un discours partisan, ni quand même, disons, un discours mouvancier qui tend quand même à flécher l'opposition. Non, dans les rues et autres. Et si vous étiez ce jour-là au niveau de la Sénat, c'est peut-être aussi là où j'ai compris que une grande partie des hommes des médias adoubaient les démocrates parce que à la suite de la déclaration de Éric Ourounété, quand en fait Éric Ourounété a dit nous sommes venus déposer sans parrainage et même si on nous en donnait, on n'allait pas prendre. Si vous voyez la réaction des hommes des médias, ils étaient énervés, frustrés, au point où on aurait dit que c'est leur formation politique qui est venue faire une... Maintenant, la contradiction qu'il y a surtout au niveau de cette opposition, vous demandez à ce que l'on revienne à la constitution du 11 décembre 1990 et que vous ne reconnaissez pas la constitution révisée de 2019. Mais un fait paradoxal qu'il convient de noter, vous ne reconnaissez pas cette constitution de 2019, cependant vous présentez un candidat, un duo de candidats, alors que le duo de candidats est institué par la nouvelle constitution. Bon, ils n'ont pas refusé le duo, ils ont refusé le parrainage. Il y a quand même, disons, cet émoglio qu'il y a au niveau de cette formation politique de l'opposition. Bon, on verra bien, on verra bien. De toute façon, on attend la Cour constitutionnelle. Exactement, dans quelques jours. Alors, Serge, est-ce qu'on peut dire donc que les démocrates, ou plutôt l'opposition, manque de leaders en réalité qui pourraient fédérer toutes ces voix? Absolument. Vous n'avez pas tort d'embrayer sur ce chemin-là. Il y a Iboni qui devrait jouer ce rôle, apparemment a été passé par les événements et c'est pourquoi la manchette du vendredi dernier du journal Le Matinal titrait si bien, c'est comme une humiliation pour le président d'honneur de cette formation politique, les démocrates, parce que vous ne pouvez pas avoir un ancien président de la République. C'est vrai que on peut par la force des choses devenir président de la République, mais 10 ans passés à la tête de la magistrature suprême, ça suppose que vous avez eu le temps de vous faire une certaine carapace donnée, vous avez eu le temps d'acquérir une certaine expérience donnée en la chose politique, et que vous devez pouvoir tirer leçon de certains de vos échecs du passé. Visiblement, on ne constate pas cela dans le feuilleton que nous présente le parti les démocrates, dont le président d'honneur est l'ancien président Yahya Boni. Leadership aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. Éric Ourounété, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui aussi devrait pouvoir apporter de son expérience du côté du Parlement pour pouvoir installer une certaine cohésion au sein du parti, visiblement est dépassé par les événements. Et moi, je m'attendais même à ce que ça soit ce dernier qui puisse porter le flambeau des démocrates à la présidentielle. Grande a été ma surprise de constater que c'est plutôt quelqu'un qui au départ n'était pas membre du parti, mais qui a été... Bon, c'est vrai qui a été finalement coopté, qui porte désormais le flambeau. On ne l'avait pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir. Et son colistier également. Donc, leadership aujourd'hui, il en existe du tout pas au sein des démocrates. Et peut-être après la présidentielle est là, le second mandat de Patrice Talon serait déjà acté. Et beaucoup voyaient venir ce scénario-là. Comme quoi l'opposition
enfin, il fallait rien attendre de bon en réalité de cette opposition-là. Et que Patrice Talon était presque aux portillons d'obtenir son second mandat. De toute façon, ce sont les urnes qui vont décider. Vous savez, sur cette question-là, j'aimerais quand même dire ceci. En réalité, ce n'est pas Patrice Talon qui est fort, non. Mais quand même, disons, c'est la qualité des adversaires qu'il a en face qui le rend fort. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition là. Je vous dis la vérité. Vous savez, ce qui fait de vous, dans un contexte donné, le meilleur ou bien quand même, disons, l'excellent, c'est la qualité des adversaires que vous avez en face. Vous voyez, Patrice Talon aurait aujourd'hui une véritable opposition face à lui. On ne serait pas en train d'assister à tout ça. Au moins, au fait, l'opposition saurait à quel moment il faut négocier, à quel moment il faut mettre quand même, disons, la balle haute, à quel moment il faut faire ce truc là. L'autre chose, et l'expérience ne fait pas forcément de quelqu'un un sage. Vous voyez? Et il faut savoir, dans n'importe quelle situation de crise, qui mettre devant. Il y a des gens qui, lorsque vous êtes confrontés à des difficultés ou bien lorsqu'il y a tension, ne les appelez pas ou bien n'amenez pas le problème vers eux. Ils deviennent même le problème au sein du problème. C'est-à-dire, ils deviennent c'est que des pyromanes. Et dans n'importe quelle condition, que ce soit en famille ou que ce soit dans le milieu politique, il faut toujours savoir qui mettre au sein du jeu. C'est pour cela que j'ai dit que quand il y a un certain nombre de personnalités ou bien de personnes qui sont parfois des esprits faibles que l'on peut manipuler de loin, on les manipule au moment où vous croyez que le problème est réglé, ceux-là deviennent encore le problème. Au niveau des démocrates, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plus grosse erreur au niveau des démocrates, c'est de ne pas savoir à un moment donné que nous sommes en politique et que parfois il faut laisser du reste. Il faut savoir quand même, disons, raison garder. On vous a dit que vous aurez le parrainage. Moi, à leur place, quelle que soit la situation, on irait au moins loin. La déclaration la plus incendiaire, c'est celle quand même, disons, d'Éric Oumounete, qui, pour ma part, s'est mis au même titre que beaucoup d'autres acteurs politiques de l'opposition, sans leur manquer du respect, dans une position de pyromane. On vous dit de négocier. Écoutez, écrivez. Ça vous coûte quoi d'être humble et d'écrire? On va le voir, ce que ça va leur coûter. Rapidement, avant de passer au second sujet, en réalité, je voudrais bien que vous me donniez votre avis sur l'avenir donc de ce front, de la restauration de la démocratie. Non, il n'y a aucun avenir là, à mon humble avis. Ce front est voué à l'échec. Même déjà avant avant le 11 avril, quand vous observez bien la composition de ce front, il n'y a pas une force politique majeure au sein de ce front, à part la DUD, la dynamique unitaire, le développement comment il s'appelle, Valentin Aditi-Koudé. C'est pratiquement le seul parti politique qui, à mon humble avis, constitue plus ou moins un poids politique, même là encore, DUD, que vaut encore la DUD aujourd'hui. Je pense que tous les militants pratiquement de la DUD ont déserté les rangs. Ils ont rejoint soit l'Union progressiste, soit le Bloc républicain, l'UDBN, bref, les autres formations politiques. La DUD, en réalité, pour être plus précis dans mon intervention, la DUD se résume aujourd'hui à la seule personne de son président, qui est Valentin. C'est trop dit. Valentin Aditi-Koudé. Bon, vous avez Biobizou, le député. Je pense que quand même, disons que c'est trop dit. Vous savez, au regard du rôle majeur que le président Valentin Aditi-Koudé a eu à jouer ces derniers jours avant le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat, on peut comprendre que si c'était lui qui était le président des démocrates, en toute honnêteté, qu'on aurait assisté à un autre schéma. Vous savez, des gens d'un certain niveau savent qu'est-ce qu'il faut faire à la dernière minute. Et le jeu auquel, le rôle de facilitateur auquel Koudé s'est adonné à la toute dernière minute démontre à la face du monde entier que c'est quelqu'un qui voudrait véritablement... C'est-à-dire, le mieux, c'est aller aux élections. Si vous allez et que vous gagnez, c'est le peuple même qui va sécuriser le vote. Si vous allez et que à l'issue maintenant, au fait de l'élection, on vous vole, soyez sûr et certain que le monde entier vous accordera raison lorsque vous allez vous lever pour faire ce truc-là. Mais bon, vous savez, en toute honnêteté, vous formez un front.
vous formez un front, vous faites partie de ce front-là, à la toute dernière minute, vous montrez encore, disons, votre incapacité de respecter votre propre engagement, ce qui, d'une certaine façon, montre que... La présidentielle n'est pas encore venue, qu'il y a déjà des... C'est malheureux, c'est malheureux. Oui, c'est malheureux pour l'opposition. Oui, c'est par rapport... Je n'avais pas fini, en fait, de dire ce que je disais. Le front, en termes d'avenir, n'en a aucunement pas, puisque... Je parlais de la composition tout à l'heure, il n'y a pas de parti politique majeur. Les mouvements tels que le mouvement de Frédéric Aïdor et autres, là, c'est des menus frétins dans l'environnement politique béninois. Donc, vivement que Valentin Alidi-Foudé et autres puissent véritablement faire montre de leur leadership pour que on puisse constater un réveil au sein de ce front-là. Mais le camp d'en face ne doit pas également mettre en œuvre... Ça va en faveur du camp d'en face. Absolument. Et ce camp-là va mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour que ce front ne puisse pas exister comme cela se doit. Très bien. Alors, Cyriac, vous parliez en début d'édition des dossiers de candidature reçus à la Sénat, 20 au total. Le système, la réforme du système partisan est-elle en marche? Vous savez, c'est la question que je me suis posée dès les toutes premières heures où on a remarqué des dossiers de candidature que l'on pourrait juger de candidature fantaisiste parce que des gens qui, d'une certaine façon, ne sont même pas connus dans leur quartier, viennent et de façon vraiment délabrée et tout le reste pour soi-disant qu'ils ambitionnent de diriger le Bénin. La Constitution leur donne le droit. Oui, la Constitution leur donne droit, mais là où moi ça me touche beaucoup plus, c'est parce que pour réformer le système partisan, on a beaucoup plus mis l'accent sur des choses. On a dit que l'on veut décourager les candidatures fantaisistes. On a dit que l'on veut quand même, disons, mettre un thème à un certain nombre de choses. Mais lorsqu'à la dernière minute, au niveau de la Sénat, c'est vrai qu'il n'y a pas encore validation de candidature. Exactement. Cependant, le fait que déjà que 20 personnes aient déposé et que, au fait, dans les 20, au fait, vous découvrez près d'une dizaine d'amuseurs de galeries, vous posez de véritables questions et on aimerait beaucoup plus que l'on puisse repenser davantage la réforme du système partisan, surtout en ce qui concerne le volet dépôt de dossiers de candidature, parce que est-ce qu'il ne faut pas même dire, tel que quelqu'un le disait aujourd'hui sur une antenne, dit que quand vous arrivez au niveau de la Sénat, oui, vous devez payer 100 000 ou 200 000 pour au moins décourager des gens, parce que en toute honnêteté, si la réforme nous a coûté tant en termes quand même, disons, de tension, si la réforme nous a coûté tant en termes quand même, disons, de requiem de formation politique, je crois que on ne devrait plus assister à ça. C'est vrai que la réforme, c'est une marche pérenne. Vous êtes déçu? Je ne dirais pas que je suis déçu, parce que dire que je suis déçu, c'est un sentiment qui serait véritablement excessif par rapport à une réforme que l'on est en train d'implémenter. Ça ne fait même pas encore deux ans. Mais je peux dire que je suis préoccupé et je voudrais véritablement que lorsqu'il s'agira de retoucher le code électoral que l'on puisse veiller véritablement à intégrer des tests, à intégrer des articles qui d'une certaine façon cassent ou bien découragent. Mieux, l'ambition du réformateur, c'était au début d'instaurer, comme aux États-Unis, deux grandes formations politiques, c'est-à-dire une formation politique de la mouvance et une formation politique grande de l'opposition. Oui. C'est vrai que les ambitions pléthoriques et puis malsaines d'un bon nombre d'acteurs politiques ont fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même déjà près de 14 formations politiques officiellement enregistrées. Cependant, le mieux, c'est d'aller encore beaucoup plus loin pour que, lorsqu'il s'agira des élections de l'élection présidentielle, oui, que l'on n'assiste plus à ces jeux-là d'une dame qui est venue avec un sac qui dit que son programme, c'est le programme des autres. Le nombre a quand même considérablement baissé. Et puis quelqu'un d'autre qui quand même d'une certaine façon n'a même pas payé sa caution, n'avait même pas, disons, de dossier, avait juste son acte de naissance, et puis bon, est venu, c'est de la comédie, quoi. Serge Adam là-haut, pour partager son point de vue. Pas vraiment. Je crois que déjà, tout à l'heure,
vous parlez de la réduction Oui. drastique Oui. du nombre de candidatures. Les présidentielles passées, je crois qu'on allait jusqu'à une quarantaine. Une quarantaine, oui. Une quarantaine. Déjà réduit de moitié, les candidatures, c'est un grand pas qui a été fait, qui a été franchi. Et il va falloir que... On n'a même pas besoin de retoucher, à mon avis, hein, le code électoral en la matière. Il suffit juste que la Sénat prenne ses responsabilités comme elle a eu à le faire pour le parrainage en l'interprétant. Il suffit juste... J'ai suivi sur un média vendredi et la rediffusion encore ce matin qui disait ceci, que la Sénat jouit d'une certaine autonomie donnée. Et au nom de cette autonomie, elle peut prendre une autre pour fixer davantage les Béninois sur un certain nombre de volets par rapport aux élections. À la présidentielle. Par rapport, par exemple, au duo, la loi est claire. Désormais, pour la présidentielle, c'est un duo et non un seul candidat. Donc, quand déjà au portail, on prend votre dossier, on vérifie si vous n'avez pas un duo dans votre dossier de candidature, on vous élimine en même temps. Et comment on appelle le quitus fiscal. Si vous n'avez pas le quitus fiscal dans votre dossier, ça dit la Sénat doit pouvoir jouer sa partition à ce niveau-là pour que on ne puisse pas assister à ce que le matinal a appelé de pagaille dans dans le dépôt des dossiers de candidature au niveau de la Sénat pour la présidentielle, comme c'est le cas. Si on est à 20 candidatures, la Sénat n'a pas encore, a commencé par dépouiller, mais n'a pas encore rendu public les résultats de son dépouillement. Donc, c'est à partir du moment où la Sénat va rendre public les résultats du dépouillement des candidatures qu'on pourra véritablement dire si la réforme du système partisan a apporté ses fruits ou pas. Mais déjà, par rapport au nombre de candidatures, je crois qu'un grand pas a été fait en réduisant d'une quarantaine à 20 le nombre de candidatures. C'est déjà un grand pas qui est effectué. On va souhaiter que pour la prochaine présidentielle, dès qu'on aura tiré les leçons de la présidentielle de 2021, que pour la présidentielle à venir, la Sénat puisse la Sénat ne va plus exister. L'institution qui organisera désormais les élections puisse véritablement revêtir, enfiler son manteau d'institution autonome en charge d'organiser les élections et avec ce manteau-là, prendre les dispositions qu'il faut pour que c'est comme les désignait Syriac tout à l'heure, ces amuseurs de galerie ne puissent plus franchir le portail de la Sénat pour dire qu'ils vont déposer le dossier de candidature. Alors Syriac, est-ce que la possibilité de la création tous azimuts de mouvements politiques et autres également n'est pas un piège? Évidemment, lorsque je disais tout à l'heure que la réforme du système partisan est perfectible et qu'il faille quand même, disons, revoir un certain nombre de choses, je le dis pour de vrai parce que, en toute honnêteté, on comprend mal comment est-ce que vous êtes membre d'une formation politique officiellement enregistrée et qu'il arrive à un certain nombre de personnalités de sortir quand même, disons, de ce cercle politique dans lequel ils sont et qu'ils aillent à créer, soi-disant, un mouvement politique. Vous savez, les Béninois, malheureusement, le Bénin est un pays dans lequel on pourrait quand même caricaturer le Bénin à une nation 12 millions d'âmes, 12 millions de politiciens, c'est-à-dire que la politique s'organise même dans les coins de rue, dans les femmes, dans les foyers et autres, malheureusement, parce que on doit même interdire ce type de pratique-là. Vous êtes membre d'une formation politique, vous devez rester quand même, disons, campé dans la droite ligne de cette formation politique. Lorsque aujourd'hui des gens font des déclarations et qu'au niveau des forces de la force Cori.Bénin émergent, on les sanctionne. Mais c'est justement parce que l'on ne veut plus assister à l'autre système, c'est-à-dire chacun forme son mouvement, va voir le candidat pour négocier. Mais ça, ce sont des actes qui, d'une certaine façon, fragilisent la cohésion au niveau des formations politiques. Et on a assisté à ça. Il y a même un cas quand même, disons, actuellement, qui défraie la chronique et puis tout le monde en parle au sein
au sein d'un des blocs de la mouvance présidentielle. Donc, on ne peut pas cautionner ces genres de choses-là. Si vous voulez démissionner d'une formation politique, vous avez quand même, disons, cette démocratie ou bien cette liberté. de prendre congé de cette formation politique et d'aller créer une autre. Mais aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est-à-dire que on est conscient du fait que au sein d'une formation politique aujourd'hui, qu'il est difficile de démissionner et d'aller créer une autre. Pourquoi? Parce que la difficulté n'est pas au niveau de la création de la formation politique, même si le nombre, quand même, disons, de délégués a été augmenté aujourd'hui, c'est devenu à peu près 10 personnes par commune. La difficulté n'est même pas là. La difficulté est au niveau de votre capacité à financer le parti jusqu'à une élection. La difficulté est liée au fait que est-ce que vous êtes en mesure de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, dans tous les arrondissements, puisque ce n'est plus comme avant où quand même j'ai cette liberté de présenter des candidats à Cotonou et que à Parakou, bien à Bomé-Calabi, je peux m'en passer. Donc toute la difficulté est là, ce qui fait que au niveau des blocs, au niveau des grands ensembles, lorsqu'on sanctionne quelqu'un, la personne, ça lui fait mal, mais la personne rumine et reste là. Sinon, ça aurait été avant, bien avant la réforme du système partisan, on sanctionne quelqu'un au niveau de sa formation politique. Le week-end prochain, la personne crée sa formation politique et fait déclaration. Donc, cette mauvaise pratique qui consiste à créer des mouvements, on dit mouvement pourquoi? On dit mouvement juste parce que on ne veut pas quand même, disons, trop toucher la sensibilité de sa formation politique originelle, mais on dit non, on s'est juste constitué de façon circonstancielle. Mais on peut quand même dire qu'il faut quand même du temps aussi pour s'habituer à la nouvelle donne. Mais écoutez, il faut du temps, mais il faut que ce temps-là soit accompagné quand même, disons, d'une rigueur. Lorsque dans l'application de la loi, les chefs des diverses formations politiques ne se montrent pas véritablement rigides. Mais écoutez, la tolérance, on sait là où ça mène. Lorsque vous avez assisté à un système qui pendant 30 ans, d'une certaine façon, a nourri tout le monde, système de création de formations politiques de façon tout azimut, et que c'est devenu quand même, disons, un fonds de commerce. Je crée mon mouvement de femmes dans mon quartier, je mobilise les gens. Non, moi j'ai la capacité de vous sortir 1000 personnes. Vous attendez vous attendez quand même, disons, et que il y a eu une réforme qui vient prononcer le requiem de cette façon de procéder. Je crois qu'il faille que les responsables des diverses formations politiques, si ces responsables sont véritablement sérieux et veulent rendre justice, quand même, disons, à ceux qui ont inspiré cette réforme et qu'ils ont encore à l'esprit tout ce qui s'est passé, les tensions qu'il y a eu en 2019, qu'ils ne doivent pas permettre à ce que des membres de leur formation politique créent des mouvements comme ça, soit disant que c'est pour soutenir X ou Y. Ça, ce sont des pratiques à proscrire. Très bien. Donc, il va encore de la rigueur donc des partis politiques proprement dit. Votre avis sur les mouvements? Honnêtement, moi, la création des mouvements ne me gêne pas outre mesure. Étant donné que les responsables de ces mouvements ne rivalisent pas, ne disputent pas. Vous pensez que c'est possible d'avoir un mouvement et de ne pas pouvoir rivaliser ou bien ne discuter pas la place? Non, actuellement, quand vous les suivez, ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas l'échiquier politique avec les partis politiques régulièrement constitués. Non, ils créent les mouvements juste pour pouvoir mobiliser davantage l'électorat pour leur candidat. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire puisque en politique, on parle d'addition et de multiplication. Tout ce que vous pouvez prendre comme initiative pour permettre à votre candidat d'obtenir gain de cause, d'atteindre son objectif, est la bienvenue. Et dans ce cadre-là, la création des mouvements se justifie. Et juste, c'est des mouvements qui sont créés juste pour la circonstance. Et après l'échéance de la présidentielle, ces mouvements disparaîtront et la vie va continuer. C'est pas pour rivaliser en fait avec les partis politiques. Et ces responsables de mouvements sont clairs et précis. Quand vous les suivez dans leur prise de parole, ils essaient de... Nous sommes créés pas pour rivaliser avec les partis politiques. Nous sommes créés juste pour permettre à notre leader d'atteindre son objectif. Ça ne veut pas dire que la réforme du système partisan n'a pas atteint son objectif. Non. Au contraire, à mon avis, elle vient un peu pour apporter de l'eau au moulin des initiateurs de cette réforme. Je crois quand même, disons, qu'il y a deux précisions majeures que je dois apporter pour éviter une mauvaise interprétation de ma pensée.
Vous savez, si vous regardez très bien, on n'est pas contre la création des mouvements. Pas du non. tout. Mais on est contre le fait que des membres d'une formation politique aillent créer des mouvements. Des enseignants peuvent se regrouper et créer leur mouvement de soutien à X ou Y. Mais pourvu que ceux qui sont les créateurs de ce mouvement-là ne soient pas des membres d'une formation politique officiellement constituée. Reconnu. Et c'est ça surtout l'amalgame. L'amalgame, c'est le fait que, vous savez, je dis ceci, si l'on n'est pas en mesure d'appliquer une loi, il vaut mieux ne pas quand même, disons, la voter. Si l'on n'est pas en mesure d'appliquer une réforme, il vaut mieux ne pas quand même, disons, la mettre sur pied. Et ça, il faut être clair là-dessus. Vous êtes membre d'une formation politique, d'une chapelle politique, vous y restez et vous restez fidèle à la ligne droite et à l'organisation de cette formation politique. Punto. Maintenant, si vous n'êtes pas membre d'une formation politique, que par exemple, maintenant, je suis thérapeute, je suis enseignant, je suis professeur d'université, je ne suis membre d'aucune formation politique, et que j'ambitionne soutenir un chef de l'État qui est peut-être à la quête d'un second mandat, et que mes collègues et moi, mes pairs et moi, on se constitue, ça n'a absolument rien à voir. Ce que je suis en train de dire ici, c'est le fait que l'on ne peut pas encourager. Ok, si l'on doit encourager le fait que au sein d'une formation politique, ok, vous êtes membre d'une formation politique et chacun se lève de façon tout azimut et vous créez vos mouvements. Où est alors la consolidation de votre formation politique? Puisque vous laissez le fait quand même, disons, de mieux vendre votre formation politique, de batailler dur pour que les gens y adhèrent. Au profit d'un autre mouvement. Je crois qu'on se connaît au Bénin. On sait que d'une certaine façon, tout le monde est très ambitieux et tout le monde du jour au lendemain se la joue aux grands politiciens, aux grands acteurs politiques. Et on sait là où tout ça, là, ça va nous amener. Merci, on vous a très bien compris, Cyriaque. L'autre acquis également de la réforme du système partisan, c'est bien le financement des partis politiques, qui est un acquis qui a été fait dans les règles dernièrement. Absolument, et je crois que les formations politiques qui remplissent les formalités, enfin les conditions. Sont entrées en possession de la première tranche et de la deuxième tranche de ce financement public mis à la disposition des formations politiques. L'impact attendu sera atteint? L'impact, c'est que au niveau des formations politiques, on sente une certaine... une nouvelle façon de faire, une certaine indépendance, que ça ne soit plus des leaders, des chefs de parti qui sortent l'argent de leur poche pour financer les activités du parti, mais que ça soit beaucoup plus ce financement-là qui serve à organiser des formations, qui servent des formations à l'endroit des militants et autres, que ça soit ce financement-là qui puisse permettre aux partis de tourner dans les différents départements, dans les différentes communes et autres. Vous n'êtes pas sans le savoir, les partis politiques sont tenus de disposer dans chaque département de représentation de sièges. Ceux qui parlent de sièges parlent forcément de location d'un local, et qui parlent de location d'un local parlent de moyens financiers pour pouvoir payer les charges de loyer et autres. Donc, le financement public vient comme un souffle nouveau à ces partis politiques-là pour pouvoir tourner. Parce qu'avant, à des moments donnés, c'est ces responsables-là qui étaient au four au moulin, qui mettaient la main à la poche pour tout. Il y avait même des responsables qui en arrivaient à bout de leur souffle et qui n'en pouvaient plus. Et c'est là où vous constatez que le parti a fermé baraque dans tel département, dans telle commune et autres. Donc, désormais, c'est plus ou moins un acquis que le financement public sert aux partis politiques. Merci Serge. Alors rapidement, Cyriaque, vous parliez d'un troisième sujet. On va surfer dessus rapidement avant de rendre l'antenne parce que le journal c'est dans quelques minutes. Oui, un troisième sujet, Ganéou Soglo qui a été victime d'une agression physique. Il a été victime d'une attaque et il s'est retrouvé aux soins. Je crois que c'est au CNHU, donc on lui a tiré dessus.
Il y a eu vraiment Beaucoup de commentaires. beaucoup de commentaires sur Oui. le sujet, vu le contexte dans lequel on est, parce que C'est un candidat. c'est un candidat À l'élection, et oui. il est un candidat aussi de l'opposition. Donc, certaines personnes y ont mis du sensationnel, d'autres sont allés très tôt en accusant le régime. Heureusement que le gouvernement a très tôt réagi pour quand même, disons, montrer combien de fois la situation est sous contrôle. On a écouté ce matin également aussi le procureur de la République près du tribunal de première première instance. Yeah. Et oui, hier, Aujourd'hui, c'est la police près qui du donne son tribunal point de vue. de première instance de deuxième classe d'Abomey Calavi, qui est venu quand même, disons, mettre les pendules à l'heure et qui a demandé à ce que les uns et les autres évitent de faire des commentaires, même sur les réseaux sociaux, Absolument. qui vont peut-être empêcher à ce que l'on aboutisse à Ça peut entraver les enquêtes dans ce sens. que l'on aboutisse à savoir ce qui s'est réellement passé. passé. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Vous savez, ils sont très nombreux, nos compatriotes, qui, dans un coin de la rue, se font abattre et puis on leur arrache leur moto. Ils sont très nombreux, ceux-là qui, d'une certaine façon, sont victimes de cambriolage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être heureux parce que la sécurité au Bénin, il faut l'avouer que ça s'améliore de jour en jour. Et il ne faut pas rentrer trop vite dans une interprétation hâtive ou bien trop sensationnelle, au point quand même, disons, d'accuser X ou Y d'être l'auteur de ce qui s'est passé. Oui. Le mieux, c'est que nous gardons le calme et que cette situation puisse quand même, disons, permettre à ce que l'on puisse davantage améliorer le service sécuritaire offert au peuple béninois. L'essentiel, il est pris en charge pour sa santé. J'espère, ou plutôt on espère qu'il se remettra très vite sur pied. Serge? Oui, on l'espère. Il est même avancé que son évacuation sanitaire, pourvu que le compatriote retrouve ou recouvre rapidement sa santé. Comme l'a dit Syriac, il y a plein de Béninois qui se font abattre dans les rues, dans les coins de Cotonou, à l'intérieur du pays, mais dont on n'est pas souvent informé. C'est vrai, dans le cas d'espèce, il s'agit d'un citoyen non ordinaire qui est candidat, ancien ministre et fils d'un ancien président de la République qui est candidat. Voilà, ça compte. Donc, on va souhaiter, comme l'a dit le procureur, et je crois que la police aussi doit déjà avoir des éléments à disposition. Et ce sont ces éléments qui ont été exposés ce matin à la presse. Si, c'est vrai, je n'ai pas encore le retour de la sortie de la police, mais on souhaite que toute la lumière puisse être faite autour de l'affaire pour qu'on puisse véritablement situer les responsabilités. C'est important. Une phrase pour conclure. Une phrase. Pour conclure, la Sénat n'a qu'à jouer son rôle comme cela se doit et que les candidatures fantaisistes puissent être mises de côté et que ce soit vraiment les duos qui sont bien constitués qui puissent participer à la grande messe du 11 avril prochain. Non, les démocrates m'ont vraiment déçu et je souhaite vraiment une élection apaisée. Vraiment, les démocrates nous ont déçus. Une élection, merci Syriac, une élection apaisée donc pour toute la population béninoise. Merci mesdames, messieurs de nous suivre pour ce plateau. Juste après moi, le bulletin d'information avant de retrouver toute l'équipe de Dimanche C'est Politique pour le débrief.